C'est parti pour la saison 2, mon kiki. Et ouais, je le redis, ça semble plus être quoi, une grosse saison où tout s'enchaîne sans qu'il y ait vraiment de conclusion d'arc précise. Hein. Parce que vraiment, ça aurait été à la suite de la saison 1. Ça aurait été pareil, ça aurait eu le même effet, mais bon, c'est un détail. J'aimerais revenir rapidement sur deux, trois choses qu'on m'a dites en commentaire. Enfin, surtout certains qui essayent de se la jouer. Je te spoile pas, mais attends-toi à ce que certaines choses te surprennent, à ce que ce personnage te surprenne. Attends-toi à voir un tel épisode. Attends, je suis sûr que ça va te surprendre. Oui, ça me surprendra moins si vous me prévenez par rapport à ça. Vous avez beau être plus cryptique que de dire simplement, ah, il va se passer ci, ça, vous me mettez un petit peu sur la voie qu'il va se passer quelque chose d'important autour de tel personnage, autour de telle situation, autour de tel épisode. Et mais pour moi c'est un petit peu du spoiler. Hein. Si vous voulez vraiment discuter de ça entre vous, vous dire ah ouais je suis impatient de voir comment tu vas réagir à ci et ça, mettez une balise spoiler pour discuter entre vous, ou alors je sais pas, faites-le sur Discord ou quelque chose comme ça, un endroit où je risque moins de voir ça, de façon à ce que ce soit clair que vous en discutez entre vous de la série, parce que entre connaisseurs qui savent ce qui va se passer, comme ça, moi, je veux vraiment découvrir ça. Mais ce que certains font depuis quelques temps, je trouve ça... Je trouve que ça me gâche un petit peu le truc parce que je vais voir venir certains points. Par exemple, lorsqu'on m'a dit que Jorah avait pour surnom parmi les fans de la série Lord Friendzone, eh ben je comprends un petit peu ce que ça veut dire par la suite concernant ce personnage et sa relation avec Daenerys, vous voyez. Alors que bon, c'est quelque chose que j'aurais pu découvrir par moi-même. Maintenant, je sais quelle dynamique va y avoir entre eux pendant une bonne petite période. Ce genre de choses, vous voyez, hein, c'est le genre de truc qu'on dit, ah, je te spoile pas, mais je te spoil un petit peu quand même, quoi. Et donc, ouais, essayez d'en faire moi à ce niveau-là. Lorsque on a été à l'épisode 3 et que j'ai fait ma vidéo sur l'épisode 8, j'étais assez content parce qu'on essayait d'être plutôt réglo à ce niveau-là, mais depuis, ça y va de plus en plus, ce genre de petits trucs où... Oh, on a vraiment envie de faire partager le fait qu'on sait qu'il va se passer des trucs. Et je les ressens clairement, les trucs qui vont se passer à certains moments, vu la façon dont vous en parlez sans vouloir en parler complètement, vous voyez. Ça, c'est du spoiler, pas direct, mais qui se ressent quand même. Donc, évitez un petit peu ça, s'il vous plaît, à partir de maintenant. Parce que, ouais, la découverte de la série, elle va pas être aussi... ça va pas être autant de la découverte à cause de ça, hein, si ça continue comme ça. Parce que j'aime lire les commentaires, mais si c'est pour avoir majoritairement des commentaires comme ça, au bout d'un moment, je vais me dire, je vais plus lire les commentaires, puisque ça va me spoiler l'histoire, quoi. Même si c'est sans le vouloir. Enfin bon, il y a quand même un truc dont on m'a fait part, qui est pas trop un spoiler, puisque c'est présent dans l'intro de chaque épisode. Et bon, c'est le titre du roman. On m'a dit, ouais, tu sais, c'est pas pour rien que le roman à la base s'appelle A Song of Fire and Ice. Et ouais, je vois très bien à qui ça fait référence. Hein, c'est le titre Feu et Glace. Et ça, c'est quelque chose dont je me doutais depuis le début, avant même de commencer cette série par rapport à ça. Je me doute que Jon Snow et Daenerys sont partis pour durer et vont avoir un rôle d'importance au bout d'un moment. Disons que pour l'instant, ça reste vraiment très majoritairement centré sur le conflit Lannister-Stark et les jeux de pouvoir autour du trône de fer. Et ouais... Les parties autour de Daenerys et de Jon Snow, même si de temps en temps on voit quand même les liens qui se font avec les autres choses en parallèle, le truc central, c'est clairement traité en sous-intrigue. Pour l'instant, c'est-à-dire c'est les trucs à côté et qui promettent de revenir en force au bout d'un moment, de prendre vraiment de l'importance et de se mettre en avant au bout d'un moment, mais qui pour l'instant sont les trucs à côté. Et donc c'est très intéressant de voir, quand on sait un petit peu le titre du bouquin, rien que le titre du bouquin nous en dit un petit peu, de voir Jon Snow et Daenerys être traités en sous-intrigue jusqu'à présent, alors que les romans les pointent un petit peu comme étant les deux protagonistes importants de toute cette épopée.
C'est intéressant de voir ça. D'ailleurs, tant qu'on y est, on va en parler rapidement parce que, à nouveau, c'est en lien avec rien de ce qui se passe dans l'histoire principale. On voit Daenerys qui fait sa traversée du désert au sens propre. Elle et ses fidèles qui sont pas très nombreux pour l'instant. Enfin, d'après ce que je vois, ils ont l'air d'être quelques dizaines sans plus. Font une traversée du désert pour pas se faire repérer et pas se faire piquer leurs dragons, leurs bébés dragons qui ont pas encore de quoi se défendre, se protéger. Et ouais, au passage, on en voit un seul à un moment donné sur l'épaule de Daenerys et après on la voit pas trop parce que c'est de la bonne image de synthèse, hein. Honnêtement. C'est quand même bien foutu. Hein, après avoir vu les effets en carton des premières saisons de Once Upon a Time, je me dis, ouais, c'est quand même un petit cran dessus, hein, ça se voit. Mais ouais, on le voit peu. Voilà, on en voit un seul sur son épaule et le reste du temps, on le voit pas. Parce que ouais, ça coûte un peu cher de faire ces effets-là. Donc... Donc on essaie d'en montrer le moins possible et ouais quoi, il se passe pas grand chose à part qu'ils sont en train de traverser le désert. C'est pas la joie pour eux, hein. C'est pas une période très sympathique pour eux et elle envoie des gens à différents endroits, vers différentes directions du désert, pour savoir où ils peuvent se rendre sans être attaqués et où ils pourront quitter ce désert-là. Un truc que j'apprécie là-dedans, c'est qu'on a su faire de la bonne transition. Déjà, pour amener à ce moment dans le désert, on voit une petite scène rapide autour de Bran et de l'autre femme, j'ai toujours pas retenu son nom, où elle parle des dragons et où il dit « Ah, les dragons n'existent plus ». Puis paf, on passe au désert où on voit que les dragons existent maintenant, ils réexistent, et après la traversée du désert, on fait la transition à Jon Snow. Donc on passe du désert donc aride, la chaleur, le feu, à la glace, hein, au nord du mur, où c'est vraiment l'hiver, quoi, il neige partout, il fait super froid, etc. Donc effet de transition assez joli. D'ailleurs, il y a un plan contre-plongée, plan d'ensemble sur les plaines enneigées, et je trouve que c'est très bel effet. On voit pas ça souvent hein, dans des séries, des plans aussi cinématographiques que ça. J'ai peu l'occasion d'en voir dans une série. Bref, on passe donc à Jon Snow qui brave un petit peu le nord pour se rendre directement au conflit, au combat avec la menace du nord, donc les marcheurs blancs je pense. Alors c'est pas super clair, je vous cache pas. Les marcheurs blancs qu'on a vus dans le premier épisode, est-ce qu'ils étaient aux abords du mur? C'est-à-dire par-delà du mur au nord, c'est ça? Moi, au début, je croyais qu'ils étaient à la bordure du nord, mais de l'autre côté, du côté sud. Donc, ouais, ils étaient pas loin de s'en prendre au sud, donc au royaume des Sept Couronnes. Mais apparemment, non, ils étaient juste là, au nord du mur, hein, à la façade du mur nord, et apparemment ils se sont juste pointés pour se faire mousser, et puis ils se sont barrés, ou il y en a juste quelques-uns dans l'eau, je sais pas trop. C'est un petit peu bizarre cette menace, comment elle est montrée pour l'instant, comment elle fonctionne, d'autant plus qu'on parle à un moment donné d'un roi du coin. Alors, est-ce que c'est ce type-là, celui qui dirige les marcheurs blancs, parce qu'on ne parle pas des marcheurs blancs, justement, dans la conversation qu'on a. Est-ce que c'est ce roi qui qui sera le grand adversaire, le grand ennemi, et qui peut conjurer des zombies, redonner vie aux morts? Je ne sais pas. J'avoue qu'ils n'ont pas été super clairs sur le coup. Parce que voilà, ce qui va se passer, c'est juste Jon Snow et un peu tout le monde qui s'arrêteront à une propriété d'un mec qui épouse ses filles. En gros, il se fait des filles, il les épouse, il a d'autres enfants avec elles, il garde les filles, je sais pas ce qu'il fait des garçons. À un moment donné, il faudra bien qu'il ait un héritier quand même, ce gars. Mais ouais, il a aucun garçon, bah, quand il crèvera tout seul comme un vieux con... il aura pas très bien assuré la pérennité de son coin, je trouve, mais c'est pas super intelligent, il aurait dû se garder un héritier, à défaut de vouloir garder toutes les filles pour lui, il garderait quand même un héritier, histoire de conserver la tradition familiale, mais non, il le fait pas. Et ouais, quoi, c'est ça le truc, quoi. Il a des filles avec ses femmes, et ses filles les épousent, et ses futures procréatrices pour les futures générations, et au bout d'un moment, hein, il faut bien que ça arrive à un terme, ça. Donc, c'est pas particulièrement
mis dans le détail, mais ouais, ça montre quand même que c'est quelqu'un aux pratiques barbares, et il faut faire avec pour passer. Hein, on peut pas non plus le juger ou s'approcher de ses filles en question, parce que ouais, c'est ses femmes, et il y tient. Hein, ses filles, femmes. Ce genre de truc un peu cru, une fois de plus, de cette série, hein, qui passe bien dans ce cas-là, parce que on a cet environnement hostile, et il y a des choses un peu extrêmes qu'on doit faire pour arriver à y survivre. Et cette chose extrême qu'on montre, ça a l'air de tenir le coup. Hein, pas d'un point de vue moral, hein, moralement c'est super affreux, mais il y a un truc intéressant là-dedans. Surtout par rapport au fait que Jon Snow a du mal à accepter ça, mais on lui remet un peu à sa place. Hein. Le commandant Mormont lui dit « Ok, tu te calmes, tu obéis aux ordres et t'arrêtes d'avoir ces regards accusateurs, etc. » Donc voilà, c'est des petits trucs qui mettent un petit peu en place les débuts de traversée du désert respectif de nos deux personnages titres du roman. Et on passe donc à Port-Réal, où Geoffrey s'est bien installé en tant que roi Trouduc, et où apparemment il s'est passé pas mal de temps. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à jauger de façon, claire la période de temps qu'on met en place, parce que là, il dit au début de cet épisode que Geoffrey fête son jour anniversaire. Alors je sais pas, c'est son anniversaire à lui, ils disent pas son anniversaire, ils disent son jour anniversaire. Il me semble que ça veut dire que ça fait 1 an qu'il règne ou un truc comme ça. Je sens qu'il voulait faire passer ça, mais ça me paraît un peu beaucoup compte tenu de ce qu'on va savoir par la suite. C'est-à-dire que on verra l'arrivée de Tyrion en tant que main du roi suppléante, puisque c'est censé être son père, mais bon, son père est un petit peu pris au front. Et donc, ouais, il a pas mis plusieurs mois pour aller du camp à Port-Réal. Ça n'a pas dû se faire super lentement, donc c'est un peu bizarre là, comme c'est montré. Et même sans prendre ça en compte, il y a quand même certaines choses qui se sont passées entre le moment où Tyrion a été désigné comme main du roi suppléant et le moment où il est arrivé, puisqu'il racontera que Robb a enchaîné les victoires. Il a eu 3 victoires, donc 2 victoires de plus en combat depuis l'épisode précédent. Donc, ça semble mettre en place qu'il s'est passé pas mal de temps entre les 2 épisodes. Pourtant, durant cette grande période de temps, il a juste eu le temps d'aller à Port-Réal. Tyrion, il a eu beaucoup de temps pour les préparatifs, semble-t-il, je sais pas trop. C'est un petit peu bizarre, quoi, la notion de temps là-dedans. C'est la seule critique que j'aurais à faire, véritablement, honnêtement, parce que le reste est génial. Vraiment, allez pas croire une seule seconde que je trouve ça mauvais, parce que j'ai adoré tout l'épisode en dehors de ça. Voilà, quand on voit Tyrion qui arrive et qui se montre très, très gentil avec ses neveux, en dehors de Geoffrey qui est une sale merde, il se montre très gentil avec son neveu cadet et sa nièce, et très compréhensif envers la peine de Sansa, qui essaye vraiment de se la jouer très endurcie. Après la mort de son père, elle fait qu'elle doive obéir à son roi, son mari Geoffrey, en étant complètement privé de tout, quoi. On sent qu'elle obéit au roi en n'étant pas du tout heureuse ou quoi que ce soit, mais elle fait avec. Elle essaye même un tout petit peu de manipuler sa clémence en disant que lorsqu'il essaye de saouler à mort un type parce qu'il n'a pas proprement montré ses respects à Geoffrey, elle lui dit ah, attendez, c'est pas bien de tuer quelqu'un votre jour anniversaire, c'est une mauvaise augure. Il y a le limier qui confirme ça et donc dit ok, très bien, on va le prendre comme fou, comme bouffon du roi. Est-ce qu'il va réapparaître ce gars? Je ne sais pas, sans doute. J'imagine que c'est pas pour rien qu'ils ont mis ça en place. Mais voilà quoi, elle essaye un petit peu de l'influencer en essayant de se tenir à sa place, la place qu'il lui donne. Et on voit qu'elle a du mal. Et ouais, je trouve que Sansa, depuis les 2 épisodes, a un très bon développement. A une très bonne évolution, une évolution où on a vraiment de la peine pour elle. Et j'apprécie beaucoup ça. Quand on voit ce qu'elle était il y a plusieurs épisodes, là je trouve qu'elle a bien évolué Sansa.
Et ouais, Tyrion qui, une fois de plus, joue dans cette cour de menteurs en essayant d'avoir un peu de considération quand même. Il est un peu au-dessus, moralement au-dessus des autres, mais il a conscience de la cour dans laquelle il joue. Et c'est ça que j'aime bien, hein, notamment lorsqu'il parle à sa sœur en se présentant comme nouvelle main du roi, en disant à quel point elle a merdé. Au passage, en la narguant, en disant alors, ça fait quoi d'être l'enfant qui déçoit cette fois? Et ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Et ouais, quoi, il est installé et on sent que Shay, qui est avec lui, est un petit peu sa bouée de sauvetage, celle à qui il peut se confier, où il peut se montrer honnête, en ayant conscience de l'endroit malhonnête dans lequel il se trouve et dans lequel il devra se fondre. Et j'ai apprécié ça, hein, j'ai beaucoup apprécié ce rôle-là. Pendant ce temps-là, va donc y avoir pas mal de jeux pour le pouvoir. Déjà, on voit enfin Stannis Baratheon, hein, dont on a parlé à plusieurs reprises mais qu'on n'avait jamais montré, et ça a l'air d'être quelqu'un de très pet sec, hein, pas quelqu'un de très sympatoche. Et donc c'est quelqu'un, déjà, on le voit au début, qui renie les anciens dieux en prenant les nouveaux, hein, c'était déjà mis en avant dans la saison 1, ouais, et en reniant les anciens dieux, ce qui veut dire par là, on va brûler leur effigie. Enfin, il me semble que c'est ce qu'il fait. Enfin, il suit les conseils d'une femme. Apparemment, cette femme sera très importante. J'ai pas encore son nom à celle-là, mais c'est celle qui le conseille, qui dicte un petit peu sa conduite, hein, qui doit suivre une sorte de maître, de nouveau dieu. Et ouais, ça fait un peu cultiste, chef de culte, celle-là et qui a un petit peu Stannis entre ses mains. Et pour l'instant, c'est très intéressant. Alors, je ne sais pas exactement comment ils vont la faire évoluer celle-là, mais il y a de quoi faire quelque chose de très intéressant. Stannis qui est donc quelqu'un de très implacable et qui veut le pouvoir pour lui. Il considère que son frère, Robb ne le mérite pas du tout. Il n'envisage pas une seconde de faire une alliance avec eux. Donc ouais... C'était plutôt une bonne chose en fin de compte que Robb veuille pas s'allier à lui. Hein, et ouais, donc lui, il est parti pour être mis sur le pied de guerre. Même s'il n'a pas une armée énormissime, mais il veut vraiment tout pour lui et se mettre d'accord avec personne. Sachant que il est au courant que Geoffrey est un enfant né de sa mère et de son oncle. Hein. C'est le fils de son oncle. Et ouais, il va être un peu plus rusé que Stark à ce niveau-là, qu'Eddard à ce niveau-là, en envoyant un courrier qui annonce ça à tout le monde. Seulement, ce courrier, c'est pas une preuve, c'est juste une déclaration de Stannis auprès de tout le monde, et ça va être une grande rumeur qui courra partout à travers le pays. Ça va amener plusieurs réactions. La première de Robb, qui finit par se rendre compte de toute la supercherie et qui vient le dire de façon claire et nette à son captif Jaime. Alors on voit qu'il est super prudent avec lui, il le confie à personne, il veut l'avoir toujours sous les yeux. Il y a ce moment où Jaime essaye de le voir de haut, de le traiter de haut, mais où Robb a la bonne répartie et lui fait bien peur avec son loup qui a encore grandi. Alors et ça c'est un truc quoi, c'est pas le loup typique quoi, hein, c'est le loup spécial de Game of Thrones. Hein. Ce mec, il fait 2 fois le poids moyen d'un humain normal, semble-t-il. Hein. Là, je crois qu'il est à peu près adulte cette fois, ou alors il a encore besoin de grandir un petit peu, je ne sais pas trop. Et ouais, quoi, il y a ce jeu de pouvoir mental entre ces deux-là, qui était très intéressant à voir, et où Robb a un peu l'ascendant. On voit que Robb a gagné en confiance maintenant qu'il a 3 victoires. Il commence peut-être un petit peu trop à gagner en confiance, je sens que ça risque de lui jouer peut-être des tours par la suite, mais ouais, on voit maintenant qu'il est un petit peu conscient de sa supériorité du moment, et il prévoit quand même pas mal de choses. Il prévoit déjà, suite au conseil de Théon, de s'allier peut-être avec son père, pour pouvoir avoir une flotte et pouvoir avoir encore plus une armée plus puissante. Seulement voilà, la famille de Théon, une fois de plus, c'était une famille qui était contre les Stark, contre laquelle les Stark ont lutté sous l'égide du roi Robert. Et donc, ouais, même si Robb est partant, parce que apparemment il y a vraiment un lien de confiance assez fort entre lui et Théon, et sa mère est pas sûre. Mais il a quand même l'air décidé pour ça. D'ailleurs, il se dit, on va pas se contenter de ça, et il envoie sa mère parlementer avec
Renly, donc le frère cadet de Stannis, pour pouvoir faire une alliance. Déjà, c'est bien de se dire, ok, on va pas se reposer sur nos lauriers, on va essayer de faire une alliance. Et oui, ça montre quand même que malgré le fait qu'il a une certaine confiance en lui qu'il a, il fait gaffe. Mais je sens quand même qu'il y a ce côté confiant qui s'installe, c'est pas impossible que ça lui joue des tours par la suite. Mais je reconnais que ce jeu de pouvoir est très intéressant, ça met en place les différents partis, ceux qu'ils veulent, et qui a la possibilité de faire alliance avec qui. Le fait qu'on remette en avant Renly, comme quoi il a amassé une armée de 100 000 hommes, quelque chose comme ça, c'est ce qu'ils disent. Et les différends entre lui et son frère Stannis, qui lui ne veut pas de compromis, c'est très intéressant. J'ai vraiment été très pris là-dedans, dans ce jeu de pouvoir, qui va avec qui, etc. Sachant que dans ce jeu de pouvoir, il y a aussi le fait que les Lannister sont pas super joyeuses de ne pas avoir mis la main sur Arya en plus de Sansa pour avoir davantage de moyens de pression sur les Stark. Donc, elle essaye un petit peu de demander l'aide de Baelish pour qu'il utilise ses moyens afin de retrouver Arya. Dans une scène que j'ai trouvée très intéressante une fois de plus, hein, scène de conversation toujours très forte, et il y a un petit détail qui m'a bien fait marrer là-dedans au passage. Autour du fait qu'il a un petit insigne et qui a une forme de Gémeaux cœur. C'est un petit peu son symbole en fait. Donc ça veut dire que c'est un descendant de Katniss Everdeen. Il est lié au film Hunger Games. C'est en fait ça. Après que les 13 royaumes se sont unifiés, il y a eu d'autres guerres, maintenant c'est devenu 7 couronnes et il y a des descendants de Katniss Everdeen. C'est Baelish. Ça fait un petit peu bizarre de voir ça. Alors je sais pas, quels livres sont sortis les premiers en fait A Song of Fire and Ice ou bien les livres Hunger Games? Qui a pris cet emblème en premier pour un de ces personnages? Je ne sais pas. Sur le coup, ça m'a un petit peu fait sourire. Mais voilà, il y a vraiment un jeu de mental, une fois de plus, entre eux, en disant qu'il y a un peu l'ascendant qui est le plus malin entre les deux, où Baelish dit que le savoir, c'est le pouvoir, et où elle rétorque en disant le pouvoir, c'est le pouvoir, en disant oui, je peux ordonner à mes soldats de te tuer quand je veux, hein, connard. Donc, le pouvoir, c'est le pouvoir, tout simplement. Et ouais, donc, elle lui ordonne de rechercher... Arya, sachant que je pense que ça ira pas plus loin que ça, malheureusement, mais c'est un bon échange quand même, vu que va y avoir tout ce qui mènera au fait que les soldats de Joffrey devront retrouver Arya, dans un truc qui me pose un petit peu problème en termes de temporalité, une fois de plus. C'est un peu le souci de cet épisode, la chronologie des événements. Ouais, la temporalité qu'on met en place, c'est moyennement bien fait, je trouve. C'est un peu discutable. C'est pas gravissime, j'ai vu pire, mais c'est un petit peu discutable, quoi. Parce que, voilà ce qui va se passer. Geoffrey, avant de la rumeur qu'a lancé Stannis, qui n'est pas une rumeur, c'est des faits, mais c'est considéré comme une rumeur sur le coup, comme quoi il serait le fils de sa mère et de son oncle. Hein, ça lui plaît pas trop, il essaye d'en parler avec sa mère en lui demandant si c'est vrai ou pas, et en lui ramenant en fait tous les bâtards qu'il a dû avoir, le roi, vu que il a jamais voulu coucher avec elle, en gros, il insulte bien. On sent que c'est quelqu'un qui a pris en confiance et en arrogance, hein, c'est évident, Geoffrey en devenant roi, et ouais, il veut vraiment le pouvoir pour lui, il se dit merde, c'est moi qui gouverne, c'est pas toi, ma mère, c'est pas mon grand-père, c'est moi qui suis au pouvoir. Et ouais, quoi, il la voit de haut, et quand il la voit de haut, elle le prend assez mal en lui collant une claque. Et ouais, conflit, quoi, animosité entre Geoffrey et tout le monde, hein. Il se met tout le monde à dos, Geoffrey. Ça va être... À un moment donné, je me demande si on va pas avoir un épisode où on le verra crever sans qu'on sache qui, et tout le truc, ce sera de deviner qui a tué ce type, en sachant que tout le monde est un suspect, parce que tout le monde le déteste, en fait. Ça serait bien marrant, ça, un truc comme ça. Enfin bref, ouais. En ayant conscience de ça, on voit qu'il a envoyé ses soldats à la recherche de tous les bâtards du roi pour les tuer.
Voilà, ouais, tous les bâtards que le roi a mis en place. J'imagine qu'il a eu vent de ça dans le registre qu'a tenu Eddard ou un truc comme ça. Et donc il a envoyé tous ses soldats les tuer tous. Donc oui, bien entendu, il y a des jeunes bâtards de 16-17 ans, mais il y en a aussi de 10-12 ans. Il y a aussi des bébés. Ouais, notamment dans une scène au bordel tenu par Baelish, parce que ouais, il fallait qu'on monte des femmes à poil. Resté 5 minutes avant la fin, hein, même pas 4 minutes avant la fin, je me suis dit, punaise, un épisode où il n'y a pas de femmes à poil ou de mecs à poil, eh ben non. Femme à poil, femme à poil. Enfin bref, comme on l'a vu dans l'épisode 6 de la saison 1, si je ne m'abuse, il y a un bâtard de Robert parmi les bébés des prostituées, et ben il a envoyé ses soldats le tuer. Et donc voilà, c'est une grande inquisition pour tuer tous les bâtards. Et le dernier bâtard à être recherché, c'est le forgeron qu'on avait vu dans un épisode précédent et qu'on a vu à la fin de la saison 1, dans l'épisode 10. Il était en partance pour le mur du Nord avec Arya. Et ben on interroge le mec qui se charge de lui, hein, en disant que ouais, il est parti dans une carriole en direction du nord. Et oui, ça fait genre combien de temps exactement? Combien de temps il s'est passé entre le moment où Arya est parti et cette interrogation? Il s'est passé pas mal de temps quand même, ça, il s'est pas passé 2-3 jours. Et ouais, mais ça met ça en place comme s'ils étaient partis depuis un petit moment et comme quoi ils pourront être rattrapés par les soldats en fait. Alors je sais qu'ils vont pas très vite, hein, et en comparaison aux soldats du roi sur leurs chevaux, mais ouais, ça fait un peu. Je trouve que ça fait un peu gros après l'ellipse qu'ils mettent en place, parce qu'ils mettent en place une petite ellipse quand même, que que ça soit possible, ça. Voilà, c'est le seul souci. Temporalité. La temporalité un petit peu discutable. Après, en dehors de ça, mais c'était génial. J'ai adoré cet épisode en dehors de ça. Le jeu de pouvoir qui se met en place, Joffrey qui devient de plus en plus arrogant par rapport à sa position. Cersei qui essaye de rattraper un petit peu les erreurs qu'elle a faites et de jongler avec la position dans laquelle elle se trouve maintenant. Il y a beaucoup de choses que j'ai adoré là-dedans. Vraiment. Et ouais, en dehors de la temporalité, c'était un épisode super bien fait, un très bon départ pour cette saison 2, et je suis impatient de voir comment ça va se poursuivre. À bientôt pour l'épisode 2, bye.